Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, des manifestations aux quatre coins du département. Et cette fois, ce ne sont pas les agriculteurs, mais les fonctionnaires. Et puis côté agriculture, les producteurs porcins s'unissent pour être plus forts face à la grande distribution. Et c'est François Pot, président de Porelia, qui nous en parlera. Bonjour François Pot. Bonjour. Et coup de projecteur aujourd'hui sur le mouvement des plumés. Ils avaient des terrains constructibles, mais le plan local d'urbanisme a changé. Aujourd'hui, leurs terres ne valent plus rien. Entre loi Allure et loi Littoral, nos invités, tous deux plumés dans le sud du Finistère, nous parlent de leur combat. Bonjour Loïc Prima et Jean-Paul Leroux. Bonjour. Et enfin, comme chaque mardi, nous recevons quelqu'un qui a besoin de vous pour réaliser son projet. Alain Bellec, bonjour. Bonjour. Vous dirigez deux structures d'accueil handicapés à Dirinon. Votre projet, mettre en place un atelier du goût dans ces établissements pour initier petits et grands à la cuisine. Vous nous expliquez cela en fin d'émission dans l'instant coup de pouce. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité de ce mardi 26 janvier. Mobilisation nationale dans la fonction publique ce mardi dans le Finistère. Ils étaient un peu moins de 1500 dans les rues ce mardi matin. On a compté quelques 150 personnes, place des Otages, à Morlaix. À Quimper, ils étaient 300. À Brest, près d'1 millier de manifestants se sont retrouvés place de la Liberté. Alors dans les rassemblements, il y avait des enseignants, des agents territoriaux ou encore des salariés du CHU. Au cœur des revendications, la réforme des collèges pour les uns et de meilleurs salaires et plus d'emplois pour les autres. Le personnel des urgences de Brest était aussi dans le cortège. Depuis plusieurs jours, ils manifestent pour demander de meilleures conditions de travail. Explication avec Camille Pochet. Pendant 1 heure, une soixantaine de salariés des urgences crient leur colère. Débrayage et barrage filtrant, c'est comme ça toute cette semaine à la Cavale Blanche à Brest. On fait des brayages à la demande des personnels des urgences qui sont en souffrance depuis de longues années. Ils ne supportent plus de voir des gens attendre des heures et des heures sur les brancards. Les nouvelles urgences ouvertes en octobre dernier sont plus grandes et plus fréquentées que les anciennes. Selon les syndicats, des postes manquent pour continuer à fonctionner correctement. Ça va de la secrétaire à l'ASH pour le bio-nettoyage, à l'infirmière de jour comme de nuit, l'aide-soignant aussi qui fait beaucoup de brancardage. Syndicats et directions se sont rencontrés la semaine dernière. L'administration de l'hôpital va bientôt mettre en place un nouveau service. Nous avons eu plus de 10% de plus de personnes hospitalisées depuis le mois de novembre. Donc la direction, naturellement, souhaite accompagner ce mouvement d'augmentation d'activité. La perspective, c'est surtout d'ouvrir une unité post-urgence, une unité hivernale, dès la semaine prochaine pour mieux accueillir les patients hospitalisés. Pourtant, l'ouverture de ce pôle post-urgence ne satisfait pas les salariés en grève. C'est temporaire, c'est jusqu'à mi-mars. Et nous, on veut du pérenne, on veut des postes pérennes. 4 aides-soignantes, 2 infirmières la nuit. Et elles demandent aussi des lits pérennes. Toute la semaine, ils continueront leurs actions. Cette semaine, on a prévu effectivement une série de débrayages d'1 heure, donc le lundi, mardi et le mercredi, de 16h30 à 17h30, pour effectivement à la fois informer la population, informer les autres agents du CHRU et effectivement dénoncer la situation. Sachant que jeudi, on va également aussi faire une manifestation sur 2 heures pour aller directement dans une instance de l'hôpital, le comité technique d'établissement, pour porter nos revendications directement au directeur de l'établissement. 2 syndicats, la CGT et Sud Santé, étaient à la manifestation nationale de ce mardi matin à Brest. Pour eux, le service public, dont l'hôpital fait partie, est en danger. 290 millions d'euros débloqués par l'État pour les agriculteurs, dont 160 millions pour la production porcine, bovine et laitière. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, ce mardi midi, à la suite des nombreuses actions, bien sûr, de la profession sur les routes bretonnes ces derniers jours. François Pot, vous êtes le président du marché du porc breton et éleveur de porc à Plounévez-le-Christ. Un petit mot sur ces aides annoncées par le gouvernement ? Bon, ces aides annoncées par le gouvernement, nous les prenons bien sûr, mais on attend surtout le gouvernement sur des dossiers de fond, tels les mentions d'origine, telles les distorsions sociales, fiscales, environnementales au niveau de l'Europe, mais aussi sur l'embargo russe. Donc pour l'instant, il n'y a pas de réponse à vos revendications des derniers jours ? Pas du tout, aucune. François Pot, vous êtes aussi président de Porelia, c'est pour ça que vous êtes là. Porelia est un groupement de producteurs de porc breton qui a décidé de s'unir avec 4 autres groupements, Aveltis, Prestor, Triscalia et Cyproport, pour proposer une nouvelle offre collective sur le marché du porc. Pourquoi cette union, François Pot ?
Tout simplement, c'est une demande qui vient de la base depuis un certain temps, mais c'est aussi une réflexion qui est menée par donc, les présidents des différentes structures et leur conseil d'administration. Il est vrai que plus on massifiera notre offre, plus elle pèsera sur le marché et on pourra peser éventuellement sur les prix. Pourquoi ça n'avait pas été fait avant? Vous disiez que ça faisait longtemps que c'était dans les tuyaux. Oui. Déjà, c'est un projet qui est en cours, qui est bien avancé. C'est comme un marathon. C'est quand on arrive à la ligne d'arrivée que les affaires sont conclues. Donc c'est un projet que je dis qui est bien avancé. Pourquoi c'était pas avant? Dans une vie, l'économie, elle bouge. Et le moment est venu effectivement pour nous autres gourmands producteurs de s'unir pour mettre en même temps nos forces. Est-ce que ça va vraiment pouvoir peser sur la grande distribution, François Pott? Peser, oui et non. Oui et non. Disons que le fait de se marier, entre guillemets, du moins sur le côté commercial de nos affaires, permettra de travailler ensemble et de peser un tant soit peu quand on aura la main. Quand on n'aura plus les cochons restés bloqués dans nos porcheries pour pouvoir peser sur le prix, mais directement le sur prix, justement, nous sommes dans un marché, nous sommes dans un marché mondial, un marché européen. On ne peut pas être déconnecté de nos concurrents européens que sont les Allemands, les Espagnols. On ne peut pas être déconnecté, sinon, effectivement, nos cochons restent dans les porcheries et c'est ce que nous vivons depuis déjà 6-7 mois. Il y a beaucoup de groupements de producteurs de porcs en France, dans le Grand Ouest. Je ne sais pas si vous avez un nombre en tête, mais est-ce que dans l'idée, vous allez continuer à vous marier, entre guillemets, vous utilisiez le terme avec d'autres? Il faut savoir que nous sommes aujourd'hui en Bretagne 10 groupements producteurs. Il y a la Coopérative qui, elle, est une filière. Et après, il y a 9 autres groupements qui ont des histoires attachées pour certains à des boîtes d'aliments, pour d'autres plus libéraux. Donc chaque groupement a son histoire, a son vécu, a sa façon de fonctionner. Et ce que nous allons mettre ensemble, c'est uniquement le commerce. Le commerce, tout ce qui est partie technique proche du terrain, nous allons le garder dans nos structures. Stéphane Le Foll a salué l'initiative de ce groupement, François Pott. Est-ce que vous attendez un coup de pouce des pouvoirs publics dans cette démarche? Nous attendons un coup de pouce, comme je le disais, des pouvoirs publics sur les mentions d'origine, sur les distorsions sociales, fiscales, environnementales en Europe, sur la réouverture des frontières et des Russes pour nourrir le peuple russe et permettre à nous autres, à nos industriels, de valoriser un peu mieux la viande de porc. Et forcément, ça reviendra chez les producteurs. Mais je le remercie qu'il soit de votre côté sur ce dossier-là. Mais bon, c'est quelque chose qui nous appartient, nous autres producteurs. L'organisation nous appartient. Merci beaucoup, François Pott. Et puis dans l'actualité également, le redressement judiciaire de Combi West, l'entreprise de fret ferroviaire filiale de la SICA à Saint-Paul-de-Léon, rencontre des difficultés depuis plusieurs années. Son président, Jean-François Jacob, impute ces difficultés financières à la SNCF. On l'écoute, joint au téléphone par Christophe Boucher. Nous demandons à la justice de regarder en effet de quelle nature, j'ai envie de dire, est le montant des préjudices subis qu'a connu Combi West, pour, j'ai envie de dire, sécuriser l'entreprise pour l'avenir et faire aussi le point sur le passé. Et nous ne pouvons pas financer indéfiniment cette entreprise qui doit gagner sa vie, à la mesure où, j'ai envie de dire, les entraves que l'on connaît maintenant depuis 2011 sont de nature à hypothéquer son fonctionnement normal. Ça va en effet du sabotage des systèmes de sécurité des trains, à la disparition des sillons avec des trains en ligne, au vol de locomotives. J'ai envie de dire, dans le panel de tout ce que l'on a pu subir depuis 4 ans, le registre est très large. Ce qui compte pour nous, c'est que l'éclaircissement soit fait sur les conditions qui ont emmené cette entreprise à avoir des difficultés de montée en puissance. La Combi West, qui a 6 mois pour redresser la situation. Leurs terrains, devenus non constructibles, ont perdu jusqu'à 100 fois leur valeur immobilière. Les plumés sont nos invités du jour.
Loïc Prima et Jean-Paul Leroux, vous êtes respectivement les présidents des Plumets de Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer. Les Plumets sont les propriétaires terriens qui déplorent que leur terrain soit devenu non constructible, et cela à cause de la loi Allure qui ne permet plus aux hameaux de bâtir sur des dents creuses. Ces dents creuses, ce sont ces espaces non construits entourés de maisons. Dans les hameaux. C'est ça. Hein. Tout à fait. Ça représente combien de propriétaires sur vos communes? Alors à Moëlan, Jean-Paul Leroux, ça commence. Combien de propriétaires concernés? Alors d'après les chiffres qui ont été cités par le maire actuel de la commune, c'est environ 700 familles. 700 familles, juste pour Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët, Loïc. Je dirais qu'en ce qui concerne les dents creuses, on peut estimer le nombre de propriétaires donc, touchés à une centaine. Mais uniquement en ce qui concerne les dents creuses. Parce que certains terrains qui étaient auparavant constructibles dans le POS s'est retrouvé non constructible dans le PLU. Donc le plan d'occupation des sols et le plan local d'urbanisme. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons quelques griefs contre cette fameuse loi Allure, ainsi que contre la loi Littoral. Parce qu'en fait, même si nous partageons le premier objectif de la loi Allure, qui est de... La protection du paysage, pour la loi Littoral en tous les cas. En ce qui concerne la loi Allure, donc la loi Allure souhaite limiter l'étalement urbain. Nous partageons ce point de vue-là parce qu'il est peut-être temps aussi d'arrêter de consommer les terres agricoles comme on l'a fait par les décennies passées. Par contre, il y a des dictats que nous ne pouvons accepter parce que cette loi Allure dit également qu'elle ne veut pas d'urbanisation diffuse. Or, c'est une problématique, notamment dans les pays de bocage comme l'est la Bretagne, parce que notre urbanisation s'est faite dans les hameaux. Et il y a un distinguo qui est très très préjudiciable entre villages, c'est-à-dire bourgs et agglomérations, et hameaux. Alors pour bien comprendre ce mouvement, on va regarder ce reportage de Karine Chevrolier dans le Morbihan pour TB Sud. Regardez. À Kervignac, Catherine et Ronan sont voisins. Leur point commun, ils ont fait l'acquisition il y a une quinzaine d'années de terrains jouxtant leurs propriétés respectives. Des terrains constructibles devenus des parcelles agricoles avec l'entrée en vigueur de la loi Allure en janvier 2015. Nous avons décidé d'acheter un terrain à côté de notre maison actuelle pour éventuellement une construction future pour nos enfants ou autres. Nous sommes allés nous renseigner au mois de juin et nous avons eu la mauvaise surprise à la mairie que ce terrain n'était plus constructible. J'habite ici et le terrain que j'ai acheté en 2000 se situe là. L'impact de la loi Allure sur le terrain, c'est que mon terrain ne vaut plus rien. Estimé à 100 000 €, ce terrain ne vaut aujourd'hui qu'environ 1 500 €. Même cas de figure pour Catherine Martelot, qui a acheté une parcelle en face de sa maison pour un projet d'investissement locatif. On avait fait un emprunt sur 12 ans. Et donc là, on avait fini de le rembourser. C'est pour ça qu'on voulait réaliser ce projet. Oui, c'était en prévision de la retraite. Donc ce sont toutes les économies qui se sont envolées, quoi. Face à cette situation, un vent de contestation souffle sur la Bretagne avec la naissance d'une association, les Plumets, un mouvement lancé dans le Finistère. Ils demandent un assouplissement de cette loi destinée à lutter contre l'urbanisation massive et à protéger les terrains agricoles. Notre but à nous, c'est que tous les terrains constructibles dans les POS, plans d'occupation des sols, le restent dans les PLU, plans locaux d'urbanisme. On est d'accord avec la loi Littoral et les lois Allure pour arrêter de manger de la terre agricole. Mais quand on parle d'extension d'urbanisation, j'aimerais bien qu'on parle effectivement d'extension et qu'on laisse à l'intérieur des zones constructibles ces terrains qui le sont aujourd'hui. À ce jour, les responsables de l'association estiment que plusieurs milliers de propriétaires seraient touchés par l'application de la loi Allure en Bretagne. Beaucoup d'entre eux ne seraient même pas au courant de la dévaluation subie. Alors on le voit, le profil des propriétaires, c'est pas des grands propriétaires terriens. C'est comment vous définiriez des gens plutôt modestes, Jean-Paul Leroux? Oui, beaucoup sont des gens tout à fait modestes. Nous, on a des contacts avec des gens qui font partie de notre association, qui sont essentiellement des gens très peu argentés, quoi. Alors, vous souhaitez donc un assouplissement de la loi Allure. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu exactement vos revendications, Loïc Prima? Oui, tout à fait. Donc, comme on le disait tout à l'heure, nous souhaitons que cette constructibilité des hameaux soit retrouvée, parce qu'en fait, nous souhaiterions qu'il y ait une possibilité de
densification d'urbanisation. C'est-à-dire que si on ne souhaite plus consommer, ou du moins de terres agricoles, il faudrait peut-être penser à densifier l'urbanisation existante. Le problème des dents creuses en est une, mais il y a aussi des parcelles qui ont été construites par le passé de dimensions importantes. Il y a des propriétaires qui ont des parcelles de 2000, voire 3000 mètres carrés. Pourquoi ne pas permettre la densification d'urbanisation dans ces parcelles? Ce qui ferait qu'on ne consommerait pas de terres agricoles, mais par contre, on permettrait à des jeunes couples de venir s'installer chez nous. Alors on le voit, hein, plusieurs centaines de personnes concernées. Est-ce que vous êtes soutenu par les élus locaux sur vos communes, en tous les cas? Oui, sur nos communes, nous sommes soutenus par les élus locaux, mais d'une manière plus générale, on voit bien qu'aujourd'hui un nombre grandissant d'élus locaux s'engagent à nos côtés et reprennent d'ailleurs nos arguments, et on trouve ça très, très, très bien. Parce qu'en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'opposer, mais d'unir tout ce qui peut, de rassembler tous les gens. Du côté des députés finistériens, le soutien est un peu mitigé. Alors Gilbert Lebris, qui s'occupe de votre circonscription, vous soutient au cas par cas. En fait, il a voté la loi Allure, idem pour Annick Leloc, député dans le pays bigoudin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de régler les dossiers au cas par cas? Est-ce que ça vous paraît possible ou un peu trop tard? Eh bien, j'apprends que M. Lebris partage ce point de vue-là, et je le partage avec lui. Parce qu'en fait, les PLU, la loi Allure a été édictée au niveau national, mais il faut se préoccuper de la typologie. Donc chaque propriétaire avoir propriétaire par propriétaire, en fait. Tout à fait. C'est au niveau local, au niveau communal, qu'il faut créer donc une institution avec des gens de la société civile et des élus pour pouvoir justement discuter des zones qui pourraient être densifiées au niveau de l'urbanisation et d'autres zones qui doivent être préservées, notamment au niveau paysager. Alors vous évoquez aussi les plumets des indemnisations. Alors au vu des montants, par exemple un terrain de 100 000 € qui en vaut aujourd'hui seulement 1 000 €, comment ça se passerait? C'est-à-dire que c'est des subventions, des indemnisations qui arrivent quand même très très haut. Ce serait possible tout ça? Il y a justement un problème au niveau fiscal. Parce qu'en fait, certains de ces petits propriétaires ont payé des droits de succession en héritant des générations précédentes sur des terrains qui avaient une certaine valeur. Aujourd'hui, l'État français vient leur dire que leur bien ne vaut plus rien. Est-ce que l'État français va rembourser ces droits qu'ont payés ces personnes-là sur un bien qui ne vaut plus rien du tout? Ainsi, il en est de même pour les impôts fonciers. Et ce qui est dommageable, à mon sens, c'est qu'en fait, cette loi Allure appauvrit le pays. Pourquoi? Parce que la France avait un certain capital immobilier qu'elle a perdu aujourd'hui. Si ces gens, qui sont en fait des gens modestes, réalisaient ces opérations, ils pourraient réinjecter cet argent dans l'économie. Or, cet argent, on l'a perdu par la loi Allure. Il y a encore beaucoup de propriétaires plumés qui s'ignorent encore. Hélas. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Alors, quand on est propriétaire si vous aviez un message à leur faire passer là, qu'ils aillent se renseigner déjà sur la valeur de leur terrain actuel? Non, la première des démarches est qu'ils se rendent dans leur mairie pour consulter le plan local d'urbanisme, si ce plan local d'urbanisme est en place, et s'il ne l'est pas, qu'ils portent des doléances auprès de leur municipalité pour préserver donc leur terrain constructible. Et s'ils veulent en savoir plus, se tourner évidemment vers les plumés. Vous allez mener une action collective, Jean-Paul Leroux? Comment ça se passe au niveau juridique? Est-ce que les plumés vont s'engager ensemble? Alors sur le plan juridique, c'est là qu'il y a un petit souci, si vous voulez. C'est qu'en ce qui nous concerne, nous sommes très réservés sur le fait de trouver des solutions juridiques aux problèmes qui sont posés. Ne serait-ce que parce que tout simplement, les lois sont en place. Et tant que les lois n'auront pas changé, il sera très difficile d'arriver à nos objectifs. Et donc, tous les discours qui sont tenus par les avocats qui cherchent simplement à se placer pour faire du business, eh bien nous, ça nous révulse un petit peu. Vous êtes plutôt là pour attirer l'attention sur ce problème et pas pour... Voilà, et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est obtenir une modification des textes. Juste avant de se quitter, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous êtes concernés tous les deux par le problème? Je suis très heureux de vous dire que je ne suis pas concerné par ce problème, mais si j'ai créé donc cette association dans ma commune, c'est pour mener un acte citoyen auprès des personnes qui ne se sentent pas aptes, seules, dans leur coin, à mener cette démarche. Solidaire. Et Jean-Paul Leroux?
Alors, en ce qui me concerne, je suis concerné au moins en partie. Et puis, autrement, si vous voulez, il est certain que je me suis engagé dans cette affaire parce que, tout simplement, je me suis rendu compte qu'aucune autre association ne s'était prononcée sur le sujet et que je m'étais dit, c'est pas possible qu'on ne fasse rien, quoi. Il faut absolument que les gens soient défendus par un bout ou par un autre, par un système ou par un autre. Ils connaissent tout simplement le problème puisque beaucoup l'ignorent. Voilà. Et pour vous dire un Le mot de dernier la mot, fin. si vous permettez, aujourd'hui, ce qui nous fait plaisir, vous le disiez tout à l'heure en début de reportage, un grand nombre de parlementaires locaux, députés, sénateurs, d'élus locaux, des maires également, prennent les mêmes arguments que les nôtres. Ça nous réconforte et ça nous donne envie d'aller de l'avant. Bon, ça va dans le bon sens. Merci beaucoup en tous les cas, Loïc Prima et Jean-Paul Leroux d'avoir été avec nous. Tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Alain Bellec, vous dirigez l'Institut médico-éducatif et l'Institut d'éducation motrice de Dirinon. Vous souhaitez développer un espace pour des ateliers cuisine pour les personnes handicapées que vous accueillez dans vos établissements. Expliquez-nous un petit peu l'objectif de cet atelier du goût. Alors les objectifs plutôt de cet atelier sont multiples. C'est pédagogique, c'est aussi... on va travailler la motricité fine, par exemple, avec les enfants. C'est un lieu aussi de rassemblement, parce qu'autour du repas, se créent des relations sociales. Voilà, c'est multiples objectifs pour ces enfants-là, c'est très important. Le contexte aussi peut-être à rappeler de ce projet, c'est deux grosses associations, une du coin qui s'appelle l'association Don Bosco, qui gère aujourd'hui plusieurs établissements pour des personnes en situation de handicap. Et c'est la Mutualité française Finistère-Morbihan, qui gère elle aussi des établissements médico-sociaux, qui regroupe en fait deux de leurs établissements sur Landerneau. Donc un nouvel établissement qui va accueillir 120 enfants en situation de handicap. C'est le premier IEM-IME en France. En France, on a un gros pôle d'accueil qui va permettre une prise en charge très adaptée pour chaque enfant accueilli. Alors revenons un petit peu justement sur cet atelier du goût. Qui va intervenir dans ces ateliers cuisine? Ce sont les éducateurs Ces ateliers sont toujours encadrés par à la fois des éducateurs spécialisés ou des moniteurs éducateurs ou même des aides médico-psychologiques, mais aussi des éducateurs techniques spécialisés. Parce que certains enfants, certains jeunes plutôt, pourront éventuellement un jour prétendre à un emploi, certes peut-être un emploi adapté, mais prétendre à un emploi. Donc vous voyez qu'il y a un encadrement de qualité aussi autour de ce lieu-là. Combien coûte le projet globalement? Alors, le projet coûte cher, 40 000 €. Alors on peut se dire une cuisine, 40 000 €, ça fait beaucoup quand même. Une cuisine un peu spéciale. Adaptée, voilà. Elle permet à chaque jeune en fauteuil de pouvoir accéder à l'ensemble des éléments. C'est très important pour nous que chaque enfant... L'idée, c'est de compenser. L'idée de l'État français, ça a toujours été de compenser, de permettre que chaque enfant puisse bénéficier de son environnement. Pareil, dans cette cuisine adaptée, c'est aussi que l'enfant puisse se servir une casserole, mettre son plat au four, etc., de manière autonome. L'idée, c'est toujours l'autonomie de l'enfant. Donc ça coûte très cher. Sur la plateforme www.kengo.bzh, vous demandez pour l'instant 6 148 €. C'est une partie du budget. Pour l'instant, vous en avez récolté 1 170. Il reste encore 56 jours pour atteindre la somme voulue. Concrètement, cet argent-là, les 6 148 €, si vous les atteignez, c'est bien parti pour la suite ? C'est bien parti pour la suite parce que ça nous permettra effectivement après, d'une part, il y a les financements propres aux deux établissements. Ça nous permettra aussi peut-être de mettre en place du mécénat d'entreprise, ce qu'on espère aussi pouvoir mettre en œuvre. Donc c'est bien parti pour ce projet si on arrive à cette somme de 6 000 et quelques €. Et le mot de la fin, combien d'enfants vont profiter de cet atelier cuisine? Les 120, plus les enfants des écoles de Landerneau, parce que c'est un établissement aussi qui sera ouvert sur la ville. C'est pas un établissement fermé de type asilaire. Donc c'est un vrai projet de mix, quoi. De mixage des populations, et c'est ça l'intéressant. Merci beaucoup. On rappelle que le projet l'Atelier du goût, c'est pas du flan. Vous le retrouvez sur kengo.bzh. Merci beaucoup Alain Bellec. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mercredi à 18h30 sur TVO, ne manquez pas Archi à l'Ouest, présenté par Frédéric Lorenzon, qui vous emmène ce mois-ci à la découverte des maisons Domespace, ces maisons qui tournent sur elles-mêmes pour suivre la courbe du soleil. On regarde un petit extrait. D'où est venue l'idée de créer des maisons comme ça, avec cette forme et cette fonction de s'orienter
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, à travers le monde, on voit des tas de constructions qui sont sphériques. Hein. Vous avez les igloos, les wigwams, les cases africaines. Je me suis également beaucoup inspiré de la nature, puisque vous avez des formes généralement sphériques dans la nature. L'angle droit est plutôt une exception. Et puis la rotation, c'est l'intérêt de pouvoir, par rapport au soleil, soit récupérer un maximum d'énergie, soit au contraire, quand il fait très très chaud, de pouvoir se protéger avec une sorte de bouclier thermique. Et si vous avez des panneaux solaires sur la maison, ils vont récupérer encore plus d'énergie que si la maison est fixe, en fait. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.